Buenos días, quiero darles la bienvenida a esta edición número 17 del Eurocine en Ecuador. Yo soy María de los Ángeles Palacios, productora del festival. Quiero agradecer su presencia en nuestra primera lección de cine en esta edición con un invitado muy especial, Bertrand Bonello, director, escritor, productor y compositor francés. Gracias, Bertrand, por acompañarnos. También nos acompañan y moderarán este conversatorio José María Vilés, cineasta y programador del Eurocine, y Daniel Nem, también cineasta y programador del Eurocine. Quiero agradecer también al Instituto Francés, a la Alianza Francesa y la Embajada de Francia por haber hecho posible este encuentro, a Charles Biggs, a Adrien Sag por su apoyo también, y a los participantes que nos están escuchando ahora, quiero mencionarles un poquito cómo será la modalidad de preguntas. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir à cette 17e version de Eurociné. Je m'appelle María-Ángeles Palacios, je suis la productrice du festival et c'est la première leçon que nous allons avoir avec monsieur Bertrand Bonello, qui est à la fois directeur, écrivain et compositeur français. Nous avons également avec nous monsieur José María Avilés, qui est un programmateur, ainsi que la personne qui l'accompagne. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'écrire son nom. Daniel Nem. Daniel Nem, pardon. Nous remercions infiniment nos parrains, l'Institut français, l'Alliance française et l'ambassade de France avec monsieur Charles Wicks. Et nous remercions également les participants qui sont ici présents aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup d'avoir organisé cette rétrospective et cette rencontre, je suis ravi. Buenos días, muchas gracias por haber organizado esta retrospectiva y este encuentro. Me encuentro verdaderamente encantado. Muchas gracias. Solo una mención más a los participantes que nos acompañan. Hay en la parte de abajo de esta conferencia de Zoom, hay un botón de preguntas donde ustedes pueden anotar las preguntas que quieran hacer y al final vamos a tener un espacio para compartir estas preguntas con el invitado. Muchas gracias, bienvenidos, empezamos. Eh bien, tout simplement, une petite annonce pour nos participants. En bas de votre écran, vous avez un bouton. C'est un bouton qui vous permet de poser des questions. Alors, il y aura, à la suite de la présentation de monsieur Bonello, une séance de questions et de réponses. Okay. Bueno, es un honor y un placer, Bertrand, contar con tu presencia hoy. Y quería un poco empezar esta conversación preguntándote qué fue lo que te llevó a dedicarte al cine, teniendo en cuenta que tu formación empezó en la música. Entonces, mi pregunta un poco en concreto fue, ¿qué es lo que encontraste en el cine que fue lo que te atrajo a dedicarte al cine y dedicarte al cine como tu expresión artística principal? ¿Qué hay de específico en el cine que te llama la atención y por lo cual decides trabajar con esa herramienta? Bonjour Bertrand, c'est un honneur d'avoir ta présence ici aujourd'hui. Je voudrais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te consacrer au ciné puisque ta préparation première, c'est la musique? Qu'est-ce que tu trouves dans le cinéma qui t'a séduit, qui t'a décidé de choisir cette voie et qu'est-ce que cela représente pour toi comme expression artistique? Alors d'abord, c'est plus par un ennui de ce que je faisais en musique que je me suis tourné vers le cinéma. Le cinéma était quelque chose que je connaissais peu et j'y suis allé presque par intuition. Je laisse pas dire. Eh bien, en fait, perdón, en realidad es más por aburrimiento. Ya me aburrí en un momento dado de la música y entonces decidí orientarme hasta el cine. Es un arte que en realidad conocía muy poco, pero decidí dedicarme a esto.
J'ai vraiment commencé à m'intéresser au cinéma au moment où j'ai commencé à en faire. Et après, c'est devenu une passion. Alors c'est vrai que je crois que euh, c'est le mélange de tout ce que ça convoque qui me passionne le plus, à la fois le côté artistique, mais aussi l'industrie, et puis le mélange de l'écriture, la musique, l'image, les acteurs. Enfin, il y a quelque chose de totalement complet pour moi. Bueno, yo empecé en interesarme en el cine en realidad cuando empecé a hacer cine y entonces se desató mi pasión por esta rama. En realidad, lo que me ha atraído, lo que más me ha seducido es esta mezcla. Es esto lo que me ha desatado esta pasión, tanto del lado artístico, del lado de la industria, del lado de la escritura, de la imagen, de la música, de la actuación de los actores. Todo esto me fascina. Bonjour Bertrand, un gran placer, muchas gracias por estar acá con nosotros. Justamente con respecto al tema de la música, tengo la pregunta, usted es autor, pero también compositor de sus películas, como la película que presentamos ayer, Zombie Child. ¿Usted podría contarnos un poco cómo es el proceso de iniciar la escritura de una película y también su vínculo de esta escritura con la composición musical? Bonjour Bertrand, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous et je vous remercie. Alors, en ce qui concerne la musique, vous êtes auteur, compositeur. Nous avons vu hier le film que vous avez fait, Zombie Child. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous écrivez un film et quel est ce lien qui unit ce film avec la musique? Avec la composition musicale. Alors, d'abord, c'est vrai que je fais la musique des films très tôt, pendant l'écriture du scénario. Je suis attaché à l'idée que la musique soit narrative et non pas illustrative, et qu'elle raconte quelque chose, comme un dialogue peut raconter quelque chose, ou comme une description peut raconter quelque chose. Eh, es cierto que yo empiezo a hacer la música de una película muy aguas arriba, muy temprano, durante la escritura del guión. Para mí la música es narrativa, no es una ilustración. La música, como los diálogos, como una descripción, tiene que hacer un relato. Donc, quand je suis en train d'écrire une scène et que je sens que cette scène va avoir besoin de musique, j'arrête d'écrire, je vais dans mon petit studio et je commence à chercher la couleur de la musique, je commence à chercher les premières notes et à enregistrer des choses. Et puis après, je repars dans mon bureau et je continue à écrire, etc., etc. Donc logiquement, quand le scénario est fini, la musique est aussi complètement finie. Et j'arrive en préparation avec le script et la musique. Bueno, cuando yo escribo una escena de una película y que yo necesito música, entonces yo dejo de escribir. Me voy a mi estudio de música y ahí empiezo a tocar unas notas, empiezo a grabar algo, empiezo a ver el color de esta música. Una vez que he logrado esto, yo regreso a mi oficina. Entonces, en realidad, escribo y compongo en paralelo. Y cuando he terminado el guión de la película, también he terminado la banda sonora. Et dans le scénario, il y a toujours marqué début de la musique, fin de la musique. C'est assez précis, c'est assez structuré dès le moment de l'écriture. Entonces, en el guión podrán ver que está escrito inicio de la música, fin de la música. Entonces, puedo decir que todo esto está muy estructurado. Bien, continuando un poco con cierto balance que yo noto en tus películas, como entre lo estructurado y también lo librado un poco al azar, una tensión entre los géneros tradicionales del cine y una constante experimentación. Eh,
hay como una apuesta a la libertad creativa, un ejercicio de la libertad en la creación, a pesar de como estas cuestiones que pueden ser un poco más estructuradas. Mi pregunta es, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo llevas a cabo este ejercicio de libertad en la creatividad cinematográfica? ¿Y qué rol juega el montaje dentro de este proceso, el montaje de la película final? Ahora yo quisiera, pardon, maintenant je voudrais parler un petit peu de cet équilibre qu'il y a entre cet aspect structuré et cette libération, et cette tension entre justement les genres traditionnels cinématographiques et cette envie d'expérimenter. Donc, cet exercice de liberté me frappe énormément et j'aimerais savoir comment tu arrives à faire cet exercice de liberté dans la création et quel rôle joue le montage dans le film. Alors, c'est vrai que le rapport à la liberté, déjà, c'est souvent le sujet des films. Et puis c'est aussi une obsession d'artiste, c'est-à-dire essayer en tout cas d'aller à un endroit où on se sent peut-être pas trop au centre, mais un peu plus à la marge. La marge m'a toujours fasciné, que ce soit les gens à la marge ou les œuvres à la marge. Et c'est de pouvoir faire cet aller-retour comme ça entre le centre et la marge pour arriver à avoir la liberté, mais aussi pouvoir toucher le public. Mmh. Ok. C'est vrai que le rapport à la liberté est bien souvent perdón. Es cierto que mi relación con la libertad a menudo es el tema de las películas que yo hago, pues es una obsesión del artista y es mi obsesión de ir no hacia el centro de las cosas, sino hacia el margen. El margen, la periferia, siempre es lo que me fascina, tanto en lo que concierne a las personas como a las obras, y este vaivén que me permite justamente tener mi libertad y también tocar, emocionar a mi público. Mais je pense vraiment que plus on veut être libre, plus il faut être rigoureux. D'où peut-être la réponse à la question sur le mélange entre le côté très, très construit et très libre en même temps. Pero yo pienso personalmente que si uno desea sentirse muy libre, entonces tiene la obligación de hacer las cosas en forma muy rigurosa. De ahí, justamente para contestar a su pregunta, que hay esta mezcla entre lo muy construido, muy estructurado y lo liberado en cierta forma. Alors après le montage, alors les films terminés ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup au scénario, y compris quand il y a des split screens, des flashbacks. Enfin, tout est, c'est très très proche du script. Et le montage, pour moi, est beaucoup plus un lieu, non pas pour trouver une structure, parce qu'elle est déjà quand même assez pensée, mais c'est presque un lieu musical. C'est vraiment, c'est de la sensation en fait. C'est de la sensation c'est l'endroit le plus mystérieux en fait, le montage. Plus je fais des films et moins j'ai de théories là-dessus. J'ai l'impression qu'il faut absolument tout essayer, que les choses les plus improbables peuvent marcher, les choses les plus évidentes peuvent ne pas marcher. Et voilà, c'est une musicalité à trouver. Bueno, una película terminada en realidad en mi caso se parece bastante al guión, hablando de todas las técnicas, el flashback, etc. Entonces, para mí el montaje es un lugar no de estructura, porque la estructura en realidad ya la tengo bien pensada, sino que es un lugar musical, es un lugar de sensaciones, es un lugar misterioso. Y más avanzo en mi experiencia cinematográfica, menos teorías tengo. Yo creo que uno tiene el derecho de probar todo. A veces lo más tradicional no va a funcionar y a veces lo más liberado, lo más estrafalario puede funcionar muy bien.
Bueno, volviendo justamente a su película Zombie Child y a la libertad, que me parece que tiene una forma particularmente libre. Por un lado, tiene justamente esta forma muy precisamente escrita y estructurada a la cual usted se refiere también, casi musical. Y por otro lado, tiene este lado casi documental. Por ejemplo, las escenas del vudú de Haití, también el discurso del profe en el colegio. Entonces, me gustaría saber cómo es la concepción de ustedes en este sentido, cómo encontrar un equilibrio entre una parte bien estructurada, bien orquestada y este lado casi documental. Je voudrais parler de votre film Zombie Child et de la liberté, justement. D'un côté, il y a un écrit extrêmement structuré, un écrit musical, et de l'autre côté, vous avez un aspect tout à fait documentaire, par exemple la partie du vaudou en Haïti, la partie du discours du professeur. Comment est-ce que vous parvenez à cet équilibre? Alors d'abord, c'est vrai que la liberté dans le film, là, c'est presque c'est le sujet du film, c'est la transmission de la liberté. Que ce soit en Haïti, avec ce pays anciennement esclave, ou que ce soit en France, avec les grandes idées libertaires post-révolution et la Constitution française. Vous voulez traduire ça déjà? Oui. Bueno, la libertad en realidad es el tema de la película y también el otro tema es la transmisión de la libertad, que se trate de Haití o que se trate de Francia después de la revolución, después en materia de la Constitución francesa y de sus grandes ideas libertarias. Bon, donc évidemment, j'avais presque le devoir, moi aussi, de faire un film assez libre. Et libre ne veut pas dire non structuré, hein. Mais j'étais parti sur l'idée d'un film assez hybride, qui mélange en effet quelque chose de très très écrit, des parties documentaires, et qui puisse. Et après tout le travail, c'est que les choses puissent coexister au montage. Donc que les parties un peu documentaires comme les professeurs qui parlent ou les cérémonies vaudou aient la même manière d'être cadrées que les parties très écrites, pour qu'il n'y ait pas de saute de style. Et après, je parlais du travail au montage, de cette musicalité. C'est là qu'on arrive à faire cohabiter les choses. C'est c'est justement quand cette musicalité se trouve avec ces notes qui sont assez différentes les unes des autres. Muy bien, yo sentí que yo tenía el deber, hablando de la libertad, de yo también hacer una película libre y no una película no estructurada. Entonces lo que yo hice fue una suerte de película híbrida, con lo escrito y con lo documental. Obviamente el problema es hacer una buena coexistencia de estos dos aspectos en el montaje, y ahí tenemos la parte documental con las escenas de vodú, con las escenas del discurso del profesor, pero también la parte muy bien enfocada como escrito. Lo importante es tratar de que no haya ningún salto de estilo, una incoherencia de estilo. Entonces, en el montaje justamente el reto es encontrar esta musicalidad. Hay que buscar la armonía entre estas notas que son un poco diferentes. Es lo que hay que encontrar en el montaje. Continuando un poco en la misma línea, siento que hay algo constante en tus películas que tiene que ver con el trabajo con los contrastes, ¿no? El sexo, la muerte, el placer, el dolor, la libertad, la opresión. Y al mismo tiempo también una voluntad de retratar el tiempo presente, la ciudad, en muchos casos París, la tecnología, el deseo. Entonces, un poco mi pregunta está orientada a en qué sentido el cine es esa herramienta apropiada para dar cuenta de la actualidad. Pensando en películas como Nocturama o Zombie Child también, pero muy, muy en especial en Nocturama. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose de constant dans tes films. En fait,
tu travailles beaucoup sur des questions, le sexe, la mort, la liberté, l'oppression, etc. Et il y a autre chose qui est constamment présent, c'est le temps et le thème de la ville, de Paris, le désir. Alors, la question que je voudrais poser, est-ce que le cinéma est vraiment l'expression artistique la plus appropriée pour peindre cette réalité? Par exemple, je pense notamment à Zombie Child, mais plus particulièrement à Nocturama. Sur tous les jeux, avec le temps, le travail avec le temps, que c'est vrai que j'utilise beaucoup. Oui, le cinéma me semble complètement fait pour ça. Déjà, le montage qui est l'écriture du cinéma, n'est quasiment que cette réflexion-là. Sur la réalité, c'est certain qu'il y a un effet de réel absolu avec le cinéma, même quand on fait un film fantastique ou un film de genre. L'image qu'on choisit de montrer, qui est décrite, qui est là, qu'on manipule évidemment dans la narration, mais elle nous offre un effet de réalité. Donc je pense que pour tous les thèmes que vous avez pu évoquer, qui peuvent aller donc du sexe à la liberté, oui, je pense que le cinéma peut offrir à la fois un effet de réalité absolue et de déréalisation en l'amenant comme ça vers nos affects. Et c'est vraiment le médium pour moi qui arrive le mieux à retransmettre ce que j'ai envie de dire. Sí, debo decir que me gusta jugar con el tiempo. Lo he utilizado muchísimo y pienso que el cine es una muy buena herramienta para esto. El montaje en realidad es la escritura del cine y este montaje que usted menciona es esta reflexión. Y hay un efecto de realidad absoluta, aún en las películas fantásticas, en las películas de género, y yo creo que la imagen misma es la que da esta realidad. Entonces, cuando yo hablo de sexo, cuando yo hablo de libertad, hay un efecto al mismo tiempo de realidad absoluta y también paralelamente de desrealización, porque esto se va hacia los afectos. O sea que, en conclusión, yo puedo decir que para mí sí es un medio totalmente idóneo. Bueno, varias películas de nuestra muestra, Le Pornographe, Nocturama, Zombie Child, hablan de la insurrección de una juventud o de la búsqueda de la libertad. ¿Cómo ha sido su proceso de acercarse, de escuchar también a esa generación? Por ejemplo, en el caso de Nocturama. Y al mismo tiempo, el proceso de encontrar un punto de vista propio, una distancia o cercanía justa. Il y a plusieurs films que vous nous avez présentés, El Pornografo, Nocturama, Zombie Child, où vous dépeignez justement une insurrection, une rébellion de la jeunesse. Comment est-ce que vous avez écouté ces gens, cette génération, et comment est-ce que vous avez pu jouer sur le tableau de la distance et du recul, et en même temps de la proximité? Alors les trois cas sont un peu différents. Dans le cas du pornographe, c'est vrai que, bon, moi je suis né en 1968, donc je suis un enfant quelque part de cette révolution qu'ont fait nos parents, et la vraie question que posait le film, c'était qu'est-ce qu'on peut faire nous après ça, maintenant que vous avez fait ça, où est-ce que nous on va trouver l'espace de liberté, puisque c'est difficile de se rebeller contre ça. Je vais vous laisser traduire ça. Bueno, los tres casos son diferentes. En el caso del pornógrafo, yo tengo que indicarles que yo nací en 1968, entonces yo fui un hijo de esta revolución empezada por nuestros padres. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer después de esto? ¿Dónde hay este espacio, dónde encontrar un espacio de libertad y cómo rebelarse? Porque uno no se puede rebelar contra la libertad.
Au Nocturama, c'était 15 ans plus tard à peu près. Et le temps a passé, c'est-à-dire que cette jeunesse qui se posait des questions peut-être il y a 15 ans, 15 ans plus tard a envie d'y répondre. Mais l'époque n'est plus la même. Le film est venu d'une sorte de tension extrême que je pouvais sentir quand je marchais dans la rue de Paris, quand j'allais dans le métro, vraiment une tension où je me disais quelque chose va exploser. Donc j'ai voulu mettre en scène cette explosion. Euh, donc en fait, après, j'ai écrit le scénario et j'ai passé 6 mois à rencontrer des jeunes, mais j'ai pas tellement changé le scénario en les écoutant. Ça m'a permis d'affiner des choses, mais ils étaient plutôt très en accord avec cette sensation. Donc là, ça a été plus oui, une sensation que j'ai essayé de traduire au mieux. Ok. En lo que se refiere a Nocturama, es una película que he producido 15 años después del pornógrafo. Entonces, el tiempo ha transcurrido y la juventud ha envejecido y ha tenido ganas de responder, de contestar a las preguntas que se hacían antes, pero la época es diferente. Entonces la película llega a una tensión, esta tensión es palpable en las calles de París, en el metro, y se siente que se va a producir una explosión. Entonces yo escribí el guión y después de haber escrito el guión, he pasado 6 meses hablando con los jóvenes, pero en realidad ellos estaban bastante de acuerdo con esta sensación que yo describía y no tuve que cambiar muchas cosas. Et dans le cas de Zombie Child, la vraie insurrection, c'est évidemment la révolution haïtienne en 1805 qui a permis à ce pays de devenir le premier pays noir libre. Et c'est vrai que je m'étais intéressé à Haïti il y a une quinzaine d'années et que ce pays m'avait complètement fasciné par toutes les histoires qu'il fabrique avec le vaudou, etc. et toute l'histoire qu'il a traversée. Donc c'est vraiment plus une réflexion historique. Quant au rapport à la jeunesse, là c'est vrai que c'est plus une histoire de regard parce que j'ai une fille vraiment du même âge que les personnages principaux et beaucoup de choses sont nées du temps que j'ai passé à la regarder et l'écouter. En cuanto a Zombie Child, es la historia de una insurrección también, la de la revolución de Haití, que se dio en 1850. Hay que recordar que Haití ha sido el primer país negro que se liberó del yugo. Entonces, hace 15 años yo en realidad me interesé mucho en este país, estaba fascinado por las historias de vudú, la historia misma del país, las historias que contaban, y eso me produjo una reflexión histórica. En cuanto a mi relación con la juventud de este país, debo decir que yo tuve una mirada muy especial porque la juventud que yo describo en esta película tiene exactamente la misma edad que mi hija. Entonces yo ya había estudiado mucho, estaba observando mucho a mi hija, entonces es una cosa que yo hice también con la juventud en Haití. Volviendo un poco al pornógrafo y este diálogo que existe entre las generaciones, la del 68 y la juventud en la actualidad de esa película, quería aprovechar un poco para hablar de sus influencias y su relación con el cine que le precede, el cine francés en concreto, porque hay una clara alusión a la Nouvelle Vague en esta película. Entonces, bueno, ¿cuál es tu relación con estos referentes? Pueden ser en particular en Francia, pero también en el cine en general, o nos puedes contar un poco al respecto de eso. Y por último, hay algo que me interesa mucho de este manifiesto político que elaboran los jóvenes en el pornógrafo, como esta idea de mutismo. No sé qué más nos puedes contar de eso, porque al mismo es como un acto como de negación incluso de la película mismo, ¿no? Del hecho creativo. Me da mucha curiosidad saber algo más al respecto.
Je voudrais revenir au Pornographo, ce dialogue entre la jeunesse de 1968 et la jeunesse actuelle. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles sont vos influences. Il est évident que vous avez des influences du cinéma français, en particulier de la nouvelle vague. Et alors, j'aimerais que vous nous parliez justement de vos rapports avec le cinéma français, mais aussi le cinéma en général. Et il y a quelque chose dans cette jeunesse, dans son manifeste politique, ce mutisme qui est un acte de négation, de déni du film même contre l'acte de création. Est-ce que vous pourriez nous parler de cela? Alors, d'abord, je pense que souvent on s'aperçoit quand on a fini les films de quel est vraiment le sujet du film, mais je pense que le sujet du pornographe, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec les pères. J'ai d'ailleurs mis une phrase à la fin du générique de Pasolini qui dit « L'histoire, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères ». Je pense que, en fait, yo pienso que en realidad estamos encontrando el tema de la película una vez que se haya terminado la película. Y aquí el tema en realidad es qué hacer con los padres. Y yo sé que esta historia es en realidad... Pardon, est-ce que vous pouvez répondre la dernière phrase? C'est la citation de Pasolini, c'est ça? Oui, oui. Alors, je l'ai mise à la fin du générique et elle dit « L'histoire, avec un grand H, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères ». Ah, d'accord. Hay una frase que yo puse después de todos los créditos de Pasolini que dice, la historia con H mayúscula es la pasión de los hijos que quisieran entender quiénes son sus padres. Dans les pères, en fait, je peux en mettre trois, je pense. Il y a le père intime, la famille, le père politique et aussi le père cinématographique. Donc, je pense que le Pornographe est un film qui essayait de répondre à ces trois questions. Comment faire avec ces trois pères, finalement? En esta película, el pornógrafo, en realidad hay tres niveles de padres. Hay el padre íntimo, hay el padre político y hay el padre cinematográfico. Y el pornógrafo justamente trata de responder a estas preguntas y qué hacer con estos tres tipos de padres. Donc, pour répondre à votre question sur mon rapport au cinéma, là, c'est plutôt les pères cinématographiques. Alors, évidemment, la nouvelle vague a été importante parce qu'elle nous a amené quand même une idée de liberté absolue qui continue à infuser sur le cinéma français aujourd'hui. Je pense qu'à cette époque-là, mais j'ai cité Pasolini, mais oui, c'était vraiment un père pour moi. Et si je devais en citer un autre, je dirais plutôt Robert Bresson, à qui le film rend un petit peu hommage parfois. Usted me ha preguntado cuál era mi relación justamente con el cine, y yo debo decir que aquí es una relación con mi tercer padre, que es el padre cinematográfico. Y sí, la nouvelle vague, la nueva ola, ha sido sumamente importante porque se relaciona con la libertad absoluta y ha tenido una gran influencia sobre el cine francés. Si he citado a Pasolini es porque lo considero como mi padre cinematográfico. Y también tengo otro padre en este sentido, que es Robert Bresson. Y se habrán dado cuenta que en la película hay como unos guiños que le rinden tributo. Après, pour le reste, moi, je vois vraiment le cinéma comme une espèce de pays à part, dans lequel on peut voyager de ville en ville.
Donc, j'ai un rapport au cinéma qui est assez vagabond et qui évolue un petit peu tous les jours. Je sais qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques années, peut-être que les cinéastes qui m'inspirent le plus sont presque ceux que je ne connais pas encore. Donc, je regarde beaucoup ce que font les jeunes à travers le monde, etc. C'est cette nouveauté-là, comme ça, qui est assez inspirante. Después, yo debo decir que yo considero el cine como un mundo aparte, en donde se puede viajar de ciudad en ciudad. O sea que mi relación con el cine, como decirle, es un poco vagabundo, es como una constante evolución de cada día. Después, yo creo que los que más me van a inspirar son los que todavía no se conocen. Por eso estoy mirando constantemente a los jóvenes cineastas del mundo, porque ellos serán los que me van a inspirar después. Et pour terminer sur la question sur le silence des personnages à la fin du pornographe, c'est une idée qui m'est venue aussi d'un autre cinéaste. C'est Bergman, quand il parlait de persona, qui est donc un personnage qui arrête de parler, il disait pour lui, le silence, c'est la contestation suprême. Et en effet, quelqu'un qui ne parle plus, on n'a plus accès à lui. Donc c'est une forme de contestation. Donc comme j'ai essayé de trouver une idée plutôt poétique de révolution, je suis parti vers celle-ci. Para terminar, en cuanto al silencio de los personajes, a su mutismo en el pornógrafo, quiero decir que esta idea me vino de Darman en persona. En realidad, para mí, el silencio es la contestación o la revolución suprema. Cuando una persona se encierra en el silencio, uno ya no tiene acceso a ella. Entonces, para mí ha sido una idea muy poética de describir la revolución. Bueno, volviendo un poco al tema de la música, al inicio usted ya habló del vínculo entre la escritura y la música, pero quisiera volver preguntándole cómo es su proceso de encontrar una música propia para una película, digamos una textura, un tono, una diversidad de texturas, y al mismo tiempo de hacer dialogar esta composición propia con una diversidad de otros tipos de música que ya existen. Por ejemplo, el rap en Zombie Child o la música de Haití. Oui, je voudrais revenir sur votre lien entre l'écriture et la musique. C'est comme un processus, évidemment, où il faut trouver la tonalité, la texture de la musique et la faire dialoguer avec d'autres musiques. Par exemple, dans Zombie Child, vous l'avez fait avec le rap ou avec la musique typique d'Haïti. Comment est-ce que vous y arrivez ? Non, mais vous avez utilisé le bon mot, c'est dialogue. Donc, la première chose qui compte pour moi quand je pense à la musique, c'est vraiment la couleur, la texture, quel instrument. Après que cet instrument fasse un do ou un ré, c'est secondaire quelque part. Donc, c'est même quand on fait un tableau, comment on fait... Est-ce qu'on met du bleu avec du vert ou du bleu avec du jaune? Donc c'est vraiment dans cette idée-là que ça doit dialoguer, c'est assez sensitif. Hein. Après, il y a des choix qui sont induits comme ça par le scénario. Évidemment, une cérémonie vaudou, je prends la musique qu'on va me jouer là-bas. Sur le hip-hop, c'est vrai que c'est la musique qu'écoutait ma fille, enfin c'est des morceaux qu'elle écoute, donc je les ai pris, ça c'est presque des choix du réel, on va dire. Et après, c'est arrivé moi à m'insérer avec mes sons à moi dans ce réel-là et que tout fonctionne ensemble. Usted empleó la palabra justa, sí se trata de un diálogo. Y en primer lugar, en la música hay que encontrar el color, la textura, el instrumento que se va a usar. Ahora que se utilice el do o el re, para mí no es importante. Es como en un cuadro, que el azul vaya con el verde o
vaya con el amarillo no es importante. Es más bien un diálogo sensitivo. Y después esto se basa en una elección que se encuentra inducida por el guión. Por ejemplo, si yo describo o si yo ruedo o filmo una escena de vudú, obviamente voy a utilizar música de Haití. Ahora, en cuanto a la música y hip hop, es totalmente real porque era la música que escuchaba mi hija en este momento. Entonces, finalmente, en conclusión, yo puedo decir que es utilizar todos estos elementos y hacer que funcionen juntos. ¿Alguien acá en la sala tiene alguna pregunta o María Ángeles, hay alguna pregunta? Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a une question, demande, monsieur, ou si Marie-Ángeles pose une question? No, no tiene. ¿Cómo es el proceso de casting, o sea, acercamiento a los actores y de selección de sus personajes? Hay una persona que pregunta acá cómo es el proceso de casting y cómo es el proceso de selección de sus actores. Alors, la personne a demandé quel était le processus de casting et comment est-ce que vous choisissez vos acteurs. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand ce sont des acteurs, des vrais comédiens. Et le deuxième cas, c'est quand ce sont, alors là c'est plutôt pour les films avec des jeunes, ce qu'on appelle du casting sauvage, donc des gens qui n'ont jamais joué. Quand ce sont des vrais comédiens, je sais pendant l'écriture plutôt vers qui je vais aller. C'est pas très compliqué ça en fait, parce que plus j'avance dans le scénario, plus l'acteur se dessine. Le casting sauvage, c'est évidemment la règle, c'est de se donner beaucoup de temps. Il ne faut pas être pressé. Il faut être, on a des idées comme ça, mais surtout, il faut savoir se laisser bousculer par quelque chose auquel on n'avait pas pensé, par quelqu'un auquel on n'avait pas pensé. Il faut savoir accueillir l'autre quelque part. Donc là, c'est vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qu'on voit pendant plusieurs mois. Hay dos casos. Hay el caso de los actores o comediantes profesionales y hay el caso en realidad más relacionado con los jóvenes, lo que llamamos el casting salvaje, que son de actores no profesionales. En el primer caso de los actores profesionales, en realidad yo los escojo durante la escritura. No es un proceso difícil, porque a medida que yo escribo el guión, el actor como que se empieza a dibujar, como que ya se perfila. Entonces ya sé bastante pronto a quién voy a pedir que actúen en mi película. En cambio, en cuanto al casting salvaje, es un proceso diferente. No hay que tener apuro. Uno puede tener una idea que se va formando, pero hay que dejarse empujar, hay que dejarse golpear. A veces llega alguien y usted no había pensado para nada en esta persona, y yo creo que en realidad hay que darse tiempo para acoger al otro, para darle su oportunidad, y eso es un proceso que puede durar varios meses. Dans le cadre de casting avec des inconnus, moi je suis assez convaincu que 50% du personnage, c'est ce que moi j'écris, c'est ce que moi j'invente, mais 50% c'est ce que la personne amène. Et que ça, il ne faut pas essayer de le pervertir, il faut savoir l'accueillir. Après, le travail avec les comédiens, il est aussi différent que le nombre de comédiens qu'il y a. C'est-à-dire que tout mon travail à moi, c'est de réfléchir à quelle manière de parler va convenir à tel ou tel comédien. C'est comme si le comédien était une serrure et que moi j'avais énormément de clés, mais il n'y en a qu'une seule qui rentre. Bon, il faut trouver la bonne clé. En el caso 2, o sea, de trabajar con
desconocidos. Y yo pienso que hay un equilibrio. 50% es el personaje que yo he escrito y 50% es lo que trae la persona, porque en realidad, como decir, entre comillas, no hay que pervertirle a esta persona, hay que acogerle. En el primer caso, que es de trabajar con profesionales, yo diría que la forma de hacerlo es igual al número de profesionales. Cada uno es diferente y mi trabajo consiste a encontrar cómo hacerle hablar a este profesional. Yo considero a este actor como a una cerradura y yo tengo varias llaves y yo tengo que encontrar la llave que va a encajar en su cerradura. Bueno, tenemos una pregunta acá de nuestra comunidad virtual, de nuestros seguidores. La persona dice, La Casa de los Placeres es una de mis películas favoritas. Cuando necesito tener una experiencia emocional y visual que me inspire, la vuelvo a ver. Gracias por esa película que significa mucho para mí. Me interesa saber cómo divides tu labor como productor y director de tus películas. La Casa de los Placeres es Apollonide, ¿no? Sí, l'Apollonide. L'Apollonide. Voici une question de la communauté virtuelle que nous avons. La personne dit que l'Apollonide, c'est un de ses films préférés et qu'à chaque fois qu'elle souhaite avoir une expérience émotionnelle ou visuelle, elle recommence à la voir. Elle la revoit constamment. Et alors, cette personne voudrait savoir comment est-ce que vous divisez vos fonctions de directeur et de producteur. Merci pour ce commentaire déjà. Alors, comment je divise ça? C'est très difficile. Il y a une partie de mon cerveau qui veut dépenser de l'argent et une partie qui dit qu'il faut en économiser. Donc, c'est une cohabitation compliquée. Il y a une phrase de Coppola que j'aime beaucoup. Il dit quand on est producteur et réalisateur, il y en a toujours un des deux qui gagne. Moi, ça a été le réalisateur et j'ai été ruiné. Mais sinon, pour moi, j'essaye quand même que ça cohabite bien et c'est la partie du rêve qui doit cohabiter avec la partie du réel. Et c'est quand les deux cohabitent qu'on arrive à faire des films. Donc j'essaie de les faire cohabiter presque comme en cinéma, on pourrait dire un chant contre chant. C'est-à-dire que ils dialoguent ensemble aussi. Ok. En primer lugar, muchas gracias por sus comentarios. Debo decir que es muy difícil dividir las dos funciones. Hay una parte de mi cerebro que quiere gastar dinero y la otra parte que quiere ahorrar dinero. Y Coppola lo ha dicho, cuando uno tiene las dos funciones de productor y de director, siempre hay una de las dos que predomina sobre la otra. En mi caso, predomina el realizador y por eso me he arruinado algunas veces. Pero hay una parte en realidad de sueño y una parte de lo real que deben coexistir y en este caso podemos obtener una buena película. Es como poder tener un plano contra plano. Los dos planos deben ir juntos. Una pregunta que también viene de nuestra comunidad virtual que dice así, al igual que Pasolini, ¿crees que su público son los grupos avanzados de la burguesía? ¿Crees que sus películas tienen un público definido? Ça, c'est encore une question de la communauté virtuelle. Comme Pasolini, est-ce que vous pensez que votre public appartient à la bourgeoisie? Est-ce que vous pouvez qualifier votre public? Est-ce qu'il est bien défini à votre avis? Alors, j'aimerais bien le connaître. J'ai l'impression quand même, au-delà du côté bourgeoisie, prolétariat, j'ai l'impression que film après film, en tout cas, il se rajeunit. Je le vois quand je fais des présentations publiques.
à l'époque, on pouvait encore en faire. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Après, je suis conscient de faire un cinéma qui n'est pas forcément populaire et qu'il faut y avoir accès, c'est vrai. Donc, c'est peut-être un public un peu éduqué, en tout cas en termes de cinéma, mais il se rajeunit beaucoup film après film. En realidad, yo quisiera poder conocer bien cuál es mi público, pero más allá de los conceptos de burguesía, de proletariado, debo decir que mi público rejuvenece. Al menos me he podido dar cuenta cuando daba charlas en público antes del confinamiento, y esto me agrada muchísimo. Yo sé que yo no soy un profesional muy popular, de muy fácil acceso. Hay que tener cierta educación en cinematografía para tener acceso a mis películas, pero de todas formas sí debo decir de que mi público está rejuveneciendo película tras película. Mais le cas de Pasolini est assez intéressant parce qu'il ne jure que par le prolétariat et il fait une œuvre qui est quasiment inaccessible au prolétariat. El caso de Pasolini es una cosa bastante contradictoria, porque él ama al proletariado, pero su obra no es accesible al proletariado. Tenemos una pregunta más del público respecto al tema de la música. En Nocturama hay una escena llena de tensión donde el personaje pone a todo volumen la canción With My Hair, creando un contraste entre la alegría de la música y la tensión del momento. ¿Existe un motivo en particular por elegir esta canción? Joie de la musique et l'attention. Okay. La personne voudrait vous poser une question en ce qui concerne la musique dans Nocturama. Il y a une scène où il y a une énorme tension et la chanson qui est jouée, c'est Wet My Hair. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce contraste entre la joie de la musique et la tension de la scène? En fait, la réponse est presque dans la question, c'est-à-dire que c'est une scène où j'avais des jeunes qui regardent à la télé les explosions qu'ils venaient de faire, donc quelque chose qui est extrêmement violent. Et je me suis dit que cette violence serait décuplée si en même temps ils écoutaient quelque chose de très, très, très léger. Enfin, ça devient quasiment presque indécent. Donc en fait, quand je dis que la réponse est dans la question, c'est que c'est exactement ça que je cherchais, c'est-à-dire le contraste le plus fort possible entre la violence des images et le côté très sucré du son. En realidad, la respuesta está dentro de la pregunta. En esta escena hay unos jóvenes que están mirando unas explosiones que ellos han provocado. Por lo tanto, es una escena de mucha violencia. Y yo justamente lo que quería lograr era hacer un contraste en esta violencia y la ligereza de la liviandad de la música. Es tal el contraste que es casi indecente. Entonces, verdaderamente yo quería tener al mismo tiempo esta violencia de las imágenes y este sonido como azucarado, como demasiado dulce. Tenemos dos preguntas más, que creo que serán las últimas porque nos queda poco tiempo. Alguien pregunta, dice que usted mencionó que trata de estar al día con lo que están haciendo los nuevos cineastas. ¿Quién le interesa ahora? ¿Qué películas está viendo? ¿Y qué le ha llamado la atención recientemente? Il nous reste deux questions de la part de notre auditoire. Vous avez dit que vous étiez intéressé et que vous vouliez être à jour en ce qui concernait les nouveaux cinéastes. Alors, par exemple, qui vous intéresse? Quels sont les films que vous aimez regarder et quelles sont les choses qui vous frappent? Par exemple, c'est vrai que moi j'aime beaucoup aller dans
dans les festivals et regarder un peu les premiers, les deuxièmes films, surtout de pays où il se passe beaucoup de choses. La Chine, la Corée. Enfin, moi, le cinéma m'a quand même aussi beaucoup appris à regarder le monde. Je pense que je connais mieux l'Iran à travers les films de Kiarostami que si j'avais pris un billet d'avion pour Téhéran. Donc il y a tout cet aspect-là comme ça qui m'intéresse. Et puis, sans vraiment citer de nom, mais je vois de plus en plus arriver des gens qui sont très à l'aise avec le côté hybride, qui mélange l'animation et le documentaire, qui mélange, enfin voilà, toute cette espèce de facilité que peut avoir une jeune génération m'intéresse beaucoup. Bueno, yo me voy mucho a las muestras. En general, trato de ver siempre la primera y la segunda película de estos festivales, sobre todo en los países donde ocurren muchas cosas, países muy movidos, como por ejemplo China, Corea. En realidad, el cine es el que me ha enseñado a aprender el mundo. Por ejemplo, yo sé muchísimas cosas sobre Irán gracias a las películas de Kiarostami, mucho más que si yo hubiera tomado un boleto de avión para irme a este país. No voy a citar ningún apellido, ningún nombre, pero me gusta mucho las películas híbridas entre animación y documental y ver justamente esta facilidad con la cual la juventud está trabajando con todos estos elementos. Mais je pense que n'importe qui essaye de trouver une forme m'intéresse. C'est quand même la forme qui restera toujours prédominante pour moi dans mon amour du cinéma. Pero yo pienso que de todas formas cualquier persona que trate de encontrar una nueva forma de expresarse me interesa. Siempre me iré en esta dirección. Bueno, una última pregunta de parte del público. ¿Usted hace uso del arte de la danza en alguna de sus películas? La dernière question du public, est-ce que vous utilisez l'art de la danse dans vos films? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Alors, il y a beaucoup de scènes de danse dans mes films, quasiment dans tous. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que d'abord, je pense qu'un personnage peut arriver à dire beaucoup de choses sans un mot à ce moment-là, à exprimer beaucoup, un sentiment très fort en fait. Et puis, je trouve que c'est l'une des choses les plus impudiques. Une scène de danse dans un film, pour moi, est beaucoup plus impudique qu'une scène d'amour qui, de toute manière, en plus, est factice, etc. Le personnage est beaucoup plus à nu quand il danse, enfin, ou l'acteur. Donc voilà, ce sont des choses que, oui, alors j'essaie de bien les penser, c'est pas de ne pas les utiliser gratuitement, de manière gratuite, mais c'est quelque chose que je trouve très émouvant. Sí, en todas mis películas hay escenas de danzas. Yo me siento muy emocionado porque una persona puede expresar mucho sin hablar, simplemente bailando y puede expresar un sentimiento muy fuerte. Además, yo creo que la danza puede ser muy impúdica y lo puede ser mucho más que una escena de amor que en realidad es algo facticio en el cine. Entonces, en realidad la persona cuando baila se muestra más al desnudo. Entonces, sí, yo trato de pensarlo muy bien. Yo tampoco quiero que mis escenas de danza sean gratuitas, pero es algo que me llega mucho. Si hay tiempo, acá en la sala hay una pregunta más, Bertrand. Est-ce que vous avez encore le temps pour une minute, pour une question supplémentaire, Monsieur Bonello? Oui, bien sûr. Sí, claro. Muchos pronostican que el cine de autor ha muerto. Dijeron que había muerto hace algunos años. ¿Usted cree que el cine ha muerto, que ha cedido a las plataformas y las series? Ahora, ¿cuál es su opinión sobre eso? La pregunta está relacionada con
un rumor, digamos, general sobre la muerte del cine de autor relacionado al auge de las plataformas. La pregunta es, ¿cómo te relacionas con esta situación? ¿Y qué opinión tienes sobre las series que juegan un rol también en esta, digamos, muerte del cine? Alors, c'est une question qui vient de la salle et qui porte sur le cinéma d'art et d'essai. Il y a une rumeur qui dit que le cinéma d'art et d'essai est en train d'agoniser à cause de la montée en puissance des plateformes. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion à cet égard? Et est-ce que vous pensez aussi que les séries de télévision vont provoquer la mort du cinéma? Oula, ça c'est une sacrée question. Esta sí que es la tremenda pregunta. Alors, il se trouve que je fais partie d'un groupe de 5 personnes qui, depuis 1 an, nous négocions avec l'État les obligations à venir de financement des plateformes pour le cinéma français. C'est-à-dire qu'elles vont être obligées, selon leur chiffre d'affaires, de préfinancer des œuvres de cinéma. La loi va sortir lundi, après des mois de négociations. Donc, voilà. Donc, est-ce que le cinéma d'art et essai meurt? Alors, c'est certain que les plateformes n'en veulent pas. Donc, c'est à nous d'imposer. C'est vrai que la France a toujours eu une politique très forte de l'exception culturelle. Et cette loi qui va sortir lundi va être transposée en Europe. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Yo pertenezco a un grupo de 5 personas y desde hace un año estamos negociando con el Estado el financiamiento para el cine francés. Entonces, hay una, ¿cómo decir? El financiamiento de las plataformas. Entonces, estas plataformas tienen que prefinanciar las obras del cine francés según el volumen de negocio que tienen. Esta ley se va a promulgar justamente este lunes. Obviamente, las plataformas se oponen a este proyecto de ley. Entonces, nosotros somos los que nos tenemos que imponer. Pero Francia en este campo siempre ha tenido una política cultural de excepción y entonces esta política ahora se va a extender al resto de la Unión Europea. Après, je dirais, quand la télé est arrivée, on a dit ça va être la mort du cinéma. Quand la cassette vidéo est arrivée, on a dit ça va être la mort du cinéma. Quand le DVD est arrivé, on a dit ça va être la mort du cinéma. Et le cinéma n'est pas mort. Enfin, c'est-à-dire, et alors là, les plateformes arrivent et on dit ça va être la mort du cinéma. Alors, c'est un combat plus dur parce qu'elles sont vraiment très, très puissantes. Mais moi, je pense que ça ne va pas être la mort du cinéma. Après, des choses vont se déplacer dans la manière de regarder des films, mais elle ne va pas s'éteindre. Et il y a aussi des plateformes qui vont diffuser du cinéma d'auteur. Une plateforme comme Mubi, par exemple, qui devient de plus en plus grosse, ne fait quasiment que du cinéma d'auteur. Donc voilà, moi, je n'ai pas envie d'avoir un discours négatif, c'est juste qu'il faut être vigilant. Yo pienso que cuando nació la televisión, la gente dijo, va a ser la muerte del cine. Cuando llegaron los cassettes, la gente dijo lo mismo. Cuando llegaron los DVD, la gente dijo lo mismo. Y el cine no se ha muerto. Entonces yo pienso que ahora que han llegado las plataformas, obviamente podemos decir lo mismo y con mayor razón, porque las plataformas nos van a dar una lucha bien dura, pero no se va a morir el cine. Yo creo que va a haber un desplazamiento de la forma de mirar las películas. Y además hay una plataforma, no entendí bien el nombre que dio el señor Bonello, que hace y que presenta
prácticamente solo cine de autor. Entonces, yo no quiero tener un discurso negativo al respecto y yo digo solamente tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar atentos. Alors la série, c'est un autre débat. C'est vrai que je trouve ça un peu plus inquiétant que la série a pris tellement de place dans la vie des gens, y compris maintenant dans la cinéphilie, y compris dans le journalisme de cinéma. Tout le monde parle de séries. Moi, je ne regarde pas beaucoup. Il y en a des très bonnes, hein, mais elles sont quand même pas très nombreuses. La série, pour moi, aujourd'hui, elle fabrique du flux beaucoup plus qu'une image comme ça. Donc c'est quelque chose de plus dangereux que les plateformes presque. Après, c'est une autre narration. On ne peut pas raconter en série ce qu'on raconte dans un film, on ne peut pas raconter dans un film ce qu'on raconte en série. Donc la cohabitation, ça va, mais là, c'est vrai que les séries ont pris beaucoup de place. Après, à nous aussi peut-être d'infiltrer la série pour en faire des séries d'auteurs. Mais l'amour des gens pour la série aujourd'hui est un peu inquiétant. Ouais. Sí, las series para mí resultan más inquietantes. Han tomado un lugar absolutamente importante también en la cinefilia, en el periodismo cinematográfico. Entonces, yo debo decir que yo no miro muchas series. Yo sé que hay muy buenas, pero en realidad el flujo es casi más importante que la imagen. Y yo diría que las series van a ser más peligrosas que las plataformas. Por otro lado, las series tienen otra narración, entonces podríamos quizás coexistir, pero ocupan mucho lugar. Entonces, quizás a nosotros nos tocaría ver si podemos hacer series de autor. Mais je pense surtout que le cinéma fabrique de la mémoire et la série fabrique de l'oubli. C'est ça que je trouve un peu inquiétant. Pero lo que yo digo es que para mí el cine fabrica memoria y las series fabrican olvido. Entonces, para mí es lo que resulta muy inquietante. Bueno, muchas gracias. Merci infiniment, monsieur. Gracias. Merci et bravo France, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Gracias. Desea una buena tarde a todos. Les invitamos a ver las películas de Bertrand Bonello en Eurocine. Nos vemos en las salas. Alors, nous vous invitons à voir les films de monsieur Bonello dans l'Eurociné et on se retrouve dans les salles. Au revoir. Et au revoir. Gracias. Muy bien.